I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Bonjour à tous. Alors c'est un plaisir encore d'être de nouveau à Florence cette année. J'avais pas pu venir l'année dernière et surtout de participer au marathon. Donc j'ai rétréci un peu le titre en émergence en physique. Et en fait je suis assez content parce que j'ai entendu les exposés précédents et je crois que ça va se mettre exactement dans la lignée en particulier de l'exposé d'Hervé Zwirn. En fait qui avait un seul défaut, c'est que pour parler de la complexité, il faut s'appeler Jean quelque chose, hein, puisqu'on a eu Jean-Marc, Jean-Paul, et puis maintenant vous avez Jean-Philippe. Donc je pense qu'il y a un petit problème dans le programme, il faudra régler ça l'année prochaine. Alors on parle de... Je suis physicien, donc quand on est physicien, on regarde le monde qui nous entoure. Et si vous regardez le monde qui vous entoure, eh bien vous voyez que l'univers est structuré à toutes les échelles. Aux plus grandes échelles, des amas de galaxies, des amas de galaxies, des systèmes planétaires. Les planètes sont structurées par leur géologie, on a des systèmes biologiques, et on a au niveau microscopique des cellules, des macromolécules, des atomes. Ce qu'aimerait comprendre un physicien, c'est deux choses. C'est pourquoi est-ce que la physique nous permet d'avoir de telles structures et comment ces structures sont apparues au cours de l'histoire de l'univers. Alors si on fait un bref résumé de ce que l'on connaît aujourd'hui dans notre univers est décrit par un modèle cosmologique qui s'appelle le modèle du Big Bang. Et dans ce modèle, l'univers est en expansion et on sait depuis les années 48, en particulier grâce à Georges Gamow, que l'univers émerge d'une phase primordiale qui est chaude et dense et très homogène. Et donc la question, ça va être de comprendre, étant donné que je pars d'une phase qui est chaude, homogène et sans structure, comment est-ce que ces structures vont pouvoir apparaître les unes après les autres au cours de l'évolution de l'univers. Donc en fait, cela me pose deux types de questions. La première question, c'est une question de physicien-théoricien. Pourquoi est-ce que les lois fondamentales de la nature permettent-elles l'émergence des structures complexes ? Est-ce que c'est évident? Est-ce que si je crée des lois mathématiques comme ça, et je dis voilà, ce sont les lois de la nature, est-ce que j'aurai une émergence de ces structures complexes? Et comment ces structures sont-elles apparues au cours de l'histoire de l'univers, puisqu'on part d'un univers primordial qui est sans structure, chaud, dense, et que l'on le voit se structurer au fur et à mesure? Alors ce sont les deux questions que j'aimerais aborder au cours de cet exposé. Alors la première est plus sur une réflexion sur la structure des théories de la physique, la hiérarchie de ces théories et la notion de causalité. Alors pour commencer, en fait le plus simple c'est de regarder un petit peu les disciplines qui existent au niveau académique qui décrivent notre état de connaissance de la nature au sens très très large. Et on peut les mettre comme ça, donc on a la physique fondamentale, la physique des particules, la physique nucléaire, la chimie, puis finalement ça va se bifurquer en un domaine qui s'occupe plutôt de l'inerte avec la chimie physique, les matériaux, la géologie jusqu'à la cosmologie, et puis une branche qui correspond à la matière qui n'est pas la matière inerte, la matière organique, avec la chimie organique, la biochimie, jusqu'à la botanique, la zoologie, la psychologie, peut-être la sociologie, l'économie, la politique. Donc tout ça, ce sont des théories qui nous permettent d'avoir prise sur le monde, de décrire le monde qui nous entoure. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est les relations entre ces diverses théories et essayer de savoir, eh bien, finalement, pourquoi est-ce que je peux faire de la chimie sans faire de la physique nucléaire, ou pourquoi est-ce que je peux faire de la biochimie sans faire de la physique des particules? Est-ce que c'est quelque chose qui est évident, ou est-ce que ça reflète quelque chose de la structure de ces théories scientifiques? Alors ce qui est intéressant, quand on prend cette hiérarchie de théories scientifiques, on voit que ceci est organisé en modules, et que ces modules sont des modules qui sont en interaction.
Alors j'ai pris un exemple ici qui est l'interaction entre deux protons, donc les protons qui sont des particules chargées positivement. Et vous allez voir, je vais considérer le proton comme un module. Eh bien, le proton a une dynamique interne qui est à très haute énergie, c'est l'interaction entre les constituants de ce proton, donc les quarks, ici les quarks U et les quarks D, et différents modules, donc différents protons, vont interagir avec des interactions qui sont à plus basse énergie. Par exemple, l'interaction électromagnétique entre deux protons qui vont se repousser simplement parce qu'ils ont une charge identique. Donc vous avez deux niveaux de description, un niveau microscopique dans lequel on prend en compte la structure en quark, et c'est une description à haute énergie, et une description d'un niveau supérieur où on oublie le fait que le proton est constitué de quarks, et on va avoir l'interaction entre ces objets considérés comme des objets fondamentaux. Donc on voit que chaque niveau d'énergie est caractérisé par une échelle d'énergie caractéristique, et ça donne l'idée très importante en physique de ce qu'on appelle une théorie effective, c'est-à-dire une théorie qui donne une bonne description des phénomènes de la nature dans un domaine de validité qui est contrôlé. Donc si je veux extrapoler cette théorie au-delà de son domaine de validité, elle pourrait donner des résultats qui ne sont pas en accord avec l'expérience. Et c'est là où quelque chose qui est très important, il ne faut pas parler simplement de loi physique, mais du binôme entre la loi physique et son domaine de validité. Donc on a ces structures en modules, et ce qui est intéressant, c'est que chacun des modules, chacune des théories physiques, va avoir sa propre ontologie, ses propres concepts. Par exemple, si je fais de la physique fondamentale, je vais avoir des notions de quarks, de gluons. Si je fais de la physique nucléaire, je vais parler en termes de protons, de neutrons, en chimie en termes de molécules, de liaisons, en biologie en termes de cellules. Vous allez rarement voir un biologiste vous parler de quarks et de gluons. Voilà, ça c'est en général le cas. Et vous voyez que le fait que ce soit l'énergie qui joue un rôle entre ces différentes, les domaines de validité de ces différentes théories nous impose qu'il y a une notion que j'appelle une notion de séparation d'échelle ou de découplage entre les différents niveaux. Et ça, c'est très très important parce que ça veut dire que si je regarde par exemple l'interaction électromagnétique entre un proton et un électron, eh bien cette description-là ne dépend pas du fait que je sache ou que je sois capable de décrire le fait que le proton est constitué de quarks. Je peux oublier ce fait-là. Et ça implique que ces différentes disciplines, la biologie, la chimie, la physique, se sont développées de façon autonome et indépendante en forgeant leurs propres concepts historiquement. Et ça, c'est très important parce que, fort probablement, la nature n'aurait pas été compréhensible si on avait dû, pour comprendre, par exemple, la chimie, retourner à la physique fondamentale, puisque vous n'aviez pas expérimentalement la possibilité d'aller décrire la physique nucléaire ou la mécanique quantique ou la théorie des cordes. Et ça, c'est très important parce que sans cette propriété de séparation d'échelle, du fait que ces modules vont se séparer les uns des autres, eh bien, peu probablement, nous n'aurions pas pu faire de la science de la même façon que nous le faisons aujourd'hui avec des disciplines qui ont une certaine autonomie, mais qui se parlent avec une certaine interface entre ces différentes disciplines. Tout de même, la physique sous-tend toutes ces disciplines, elle est à la base, et ça, c'était finalement l'argument de la vision réductionniste du monde qui a été à l'œuvre pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai représenté, j'ai mis la physique fondamentale en bas et j'ai mis la politique en haut. Vous voyez, c'était une vision très Auguste Comtienne des choses. Alors on peut illustrer ce genre d'attitude par exemple par cette citation de Paul Dirac qui nous disait que la chimie n'est qu'un exercice de mécanique quantique. Voilà, donc si vous avez appris la mécanique quantique, le reste, vous voyez, c'est du détail. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que je voudrais un petit peu discuter dans le reste de cet exposé. Donc le réductionnisme, lui, veut expliquer les propriétés d'un système à partir de ceux de ses composants. Et ça, on vous en a parlé tout à l'heure en informatique. Il y a des systèmes qui peuvent se découper en composants, il y en a qui ne peuvent pas, les systèmes holistiques, comme disait Hervé Dzvirn. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir des interactions entre les concepts des différents niveaux. Et dans la vision réductionniste, les concepts d'un niveau supérieur sont en principe dérivables de ceux du niveau inférieur. Alors c'est en principe, parce qu'en pratique, c'est souvent très très difficile. Par exemple, si je veux calculer la masse du proton, je sais que le proton est constitué de quarks, et bien la masse du proton, c'est a priori la masse de ses constituants, donc la somme de la masse des quarks, plus l'énergie nécessaire pour tenir ces quarks ensemble, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Et le calcul de cette énergie de liaison dépend en fait de toute la structure de la théorie de la chromodynamique quantique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire le calcul exactement. Nous connaissons la théorie de la chromodynamique quantique, donc le niveau inférieur. Nous sommes capables de mesurer la masse du proton, mais faire le lien entre les deux d'un point de vue théorique, alors que nous savons qu'en principe il est faisable, nous ne pouvons pas le faire d'un point de vue pratique. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que les niveaux inférieurs n'influent les niveaux supérieurs que par quelques nombres.
quand je fais de la physique nucléaire, je peux oublier les quarks, la seule chose que je vais avoir, c'est la masse du proton. Et la masse du proton, c'est un nombre qui finalement résume un certain nombre de propriétés de la théorie sous-jacente, donc de la théorie de la physique des particules. Alors, avec ces théories, il y a aussi une notion de causalité, puisque un des grands intérêts de la physique, c'est de pouvoir discuter finalement la notion de cause. Et dans cette vision, la causalité est ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire ascendante. On va décrire la causalité dans un niveau inférieur, un niveau microscopique, et en déduire la causalité dans un niveau supérieur, un niveau macroscopique. Par exemple, si je pars d'un niveau L1, il évolue au niveau inférieur dans un niveau L2, eh bien il correspond à un niveau macroscopique supérieur H1, et l'évolution dans ce niveau supérieur n'est qu'une conséquence de l'évolution dynamique dans le niveau microscopique. Alors par exemple, si je prends deux gaz de température différentes, que je les mélange, je veux comprendre pourquoi ils vont arriver à un équilibre thermique, donc ça c'est la description du niveau macroscopique en termes de température, eh bien je vais l'expliquer par le fait qu'il va y avoir une homogénéisation des vitesses des deux fluides que je mélange, c'est l'explication microscopique, et j'ai une explication causale microscopique qui me permet d'expliquer le fait qu'au niveau macroscopique, eh bien les températures s'homogénéisent. Alors, en fait, l'interaction entre ces différents niveaux de théorie est beaucoup plus riche. Et ça, c'est parce qu'il y a des concepts qu'on appelle des concepts émergents. Et en tant que physicien, ce que je vais appeler un concept émergent, c'est un concept qui n'existe pas au niveau inférieur et que je ne peux pas réduire simplement à des concepts du niveau inférieur. Un des exemples sur lequel je reviendrai est celui de l'information. Alors ça, je vais ouvrir... Voilà. Donc on a un niveau macroscopique, un niveau microscopique, donc on a ces concepts émergents et on a aussi deux propriétés très importantes. C'est le fait qu'un macro-état peut correspondre à plusieurs états microscopiques différents. Et ça va être à l'origine de deux concepts très importants en physique, qui sont le concept d'entropie, qui va mesurer la perte d'information entre la description microscopique et la description macroscopique, et la notion de dissipation, puisque quand je prends mon système à un certain niveau, je sais qu'il a une microstructure, ces degrés de liberté peuvent être excités, peuvent être chauffés, et ça va être vu au niveau macroscopique comme un phénomène de dissipation. Quand vous écrivez une théorie fondamentale, il n'y a pas de dissipation dans cette théorie fondamentale. Vous avez les degrés de liberté qui sont tels qu'ils sont. Il y a conservation de l'énergie, par exemple. Eh bien, si je fais une description macroscopique, parce que j'ai des degrés de liberté internes que je peux chauffer, je peux avoir dissipation d'énergie. Alors ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de ce genre de phénomènes physiques. Le fait que les phénomènes émergents soient associés à des notions d'entropie, de dissipation, a amené un certain nombre de chercheurs à penser que la gravitation elle-même pourrait être un phénomène émergent. Parce qu'en fait, quand on regarde la physique des trous noirs, on a été amené à associer aux trous noirs une notion de température qui est liée à un rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Hawking, qui est un phénomène quantique, une entropie, qui vient du fait qu'un trou noir n'est caractérisé que par trois nombres, sa masse, sa charge et son moment cinétique. Donc si vous tombez, vous, dans un trou noir avec toute la structure que vous avez, vous n'allez changer l'état de ce trou noir que de trois façons. Donc changer un petit peu sa masse, changer sa charge électrique et changer son moment cinétique, donc la façon dont il tourne. Tout le reste de l'information va être perdu. Et donc pour avoir une consistance avec la thermodynamique, une cohérence avec la thermodynamique, on a dû associer une notion d'entropie. Donc on a une entropie, une température, et donc cela pourrait faire penser que la gravitation n'est pas une force fondamentale, mais un phénomène émergent. Alors ça, je voulais le mentionner parce que c'est une voie de recherche très actuelle, très controversée, qui s'appelle les modèles anthropiques, mais qui permettent, dans certains cas, de réconcilier gravitation et mécanique quantique. Donc vous voyez, savoir si une théorie est une théorie fondamentale, vous pouvez avoir différents indices, et donc dès que vous voyez de l'entropie, de la dissipation, vous pouvez vous dire « Ah, peut-être que je ne suis pas en train d'étudier une théorie fondamentale ». Alors les niveaux, je reviens maintenant à cette interaction entre les différents types de niveaux. Elle est beaucoup plus riche que l'interaction entre niveaux que j'ai dans une vision réductionniste où finalement tout se ramène à la dynamique du niveau le plus fondamental, le plus microscopique. Il peut y avoir des phénomènes de rétroaction, donc qu'on appelle top-down ou descendant, dans lesquels les niveaux supérieurs macroscopiques vont interagir sur les niveaux microscopiques, et cela par exemple en changeant les conditions, l'environnement, le contexte. Et ça c'est très important parce que quand vous faites de la physique, la première chose qu'on vous dit en physique, quand vous apprenez ça, la physique par exemple, si vous faites
faites une expérience de mécanique quantique, l'atome d'hydrogène, on vous dit, considérez un atome isolé, c'est-à-dire à l'infini de tous les autres systèmes, qui est seul au monde. En fait, un tel système n'existe pas, il n'y a pas de système isolé en physique, il y a toujours l'environnement, votre système interagit avec l'environnement. On va bien sûr, d'un point de vue expérimental, essayer de limiter ces objets-là, mais on fait une idéalisation de notre système afin de pouvoir le décrire. Et vous voyez, si j'ai un niveau microscopique H1 qui correspond à plusieurs microscopiques L1, eh bien que je fais une évolution au niveau microscopique, je vais obtenir des états L2. La question est de savoir, est-ce que les états macroscopiques qui correspondent à ces états microscopiques L2 sont identiques ou non? Il y a deux possibilités, soit c'est le cas, soit ce n'est pas le cas. Et voici deux exemples. Je considère encore la physique d'un gaz. Si c'est le cas, si mes états L1 correspondent au même état H1 et que mes états L2 correspondent au même état H2, je peux oublier ce qui se passe au niveau inférieur. Je peux simplement raisonner en termes de la physique du niveau supérieur. C'est le cas quand je fais de la thermodynamique. J'oublie complètement les aspects microscopiques dus à la dynamique des gaz. Je vais pouvoir écrire une relation entre la pression, le volume et la température de mon gaz. Cependant, il y a des effets qui ne peuvent pas se réduire à ce genre de description. C'est le cas, par exemple, du mouvement brownien, où je vais avoir une particule qui va suivre une marche aléatoire due aux interactions avec les constituants du gaz ou du fluide dans lequel il se déplace. Et ce mouvement-là ne peut pas se réduire simplement à une description au niveau supérieur. Et dans ce cas-là, le niveau inférieur va être décrit de façon phénoménologique, comme un bruit, par exemple. Parce qu'on ne connaît pas sa nature microscopique. Et une fois qu'on aura compris la nature microscopique, eh bien, on pourra faire une description au niveau inférieur. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples de ces relations entre différents niveaux de description. J'ai parlé du gaz dans un piston. Donc si j'ai un piston avec un gaz, eh bien, en changeant la position de mon piston, je vais contrôler la température, la pression à l'intérieur de mon gaz. Et les notions de température et de pression n'existent pas au niveau microscopique. Ils n'existent qu'au niveau du gaz. Un exemple de cosmologie, la nucléosynthèse primordiale, qui sont des réactions nucléaires qui permettent de former les premiers noyaux, les noyaux légers, dans les premières minutes après le Big Bang. Eh bien, le taux de réaction nucléaire est déterminé par la densité moyenne de l'univers. Donc, vous voyez, il y a une rétroaction de l'univers globalement sur ce qui se passe au niveau microscopique, qui sont le taux des réactions nucléaires. Un exemple très intéressant aussi vient de la mécanique quantique. Quand je fais une mesure en mécanique quantique, il y a un observateur, un expérimentateur qui va choisir la position de son appareil de mesure. Et en fait, le choix de cette position de l'appareil de mesure va résulter dans la sélection des micro-états quantiques qui vont résulter de la mesure, cette fameuse réduction du paquet d'ondes. Si je mets un polarisateur dans cette direction, eh bien, je vais pouvoir observer des polarisations soit comme ça, mais je ne vais pas pouvoir avoir de polarisation transverse. Et donc ça, c'est un choix par l'expérimentateur, qui est un niveau de description bien supérieur au niveau comparé à celui de mes particules quantiques sur lesquelles je fais mon expérience. Pareil, quand je fais une expérience quantique, je manipule des objets quantiques, mais l'objet est quantique, vous n'avez pas d'appareil quantique, vos appareils qui permettent de contrôler la fonction d'onde des particules dans votre appareil, ce sont simplement des potentiomètres, vous allez changer des tensions, des champs magnétiques, et ça, ce ne sont pas des objets quantiques, et donc vous allez faire réagir ce niveau de description supérieur sur votre système quantique. Alors, l'évolution stellaire, ça c'est aussi, alors c'est plus une expérience de pensée. On a compris depuis maintenant plusieurs décennies comment fonctionnent les étoiles. On est capable, si vous me donnez la masse et la composition chimique d'une étoile, je suis capable de vous dire quelle va être sa durée de vie. Mais fort de cette connaissance, je peux moi rétroagir sur l'étoile pour changer le destin de cette étoile, parce que je sais que si en principe je suis capable d'homogénéiser le contenu de cette étoile, eh bien je vais pouvoir augmenter sa durée de vie. Donc en fait, on voit que moi, en tant que système physique, personnage qui a compris la physique et qui est un acteur dans mon univers, je suis capable de modifier les résultats d'une théorie physique en agissant dessus. Alors, Internet, on a parlé d'informatique tout à l'heure, quand vous lisez une page web, vous cliquez sur votre ordinateur sur un lien, et bien ce clic, qui est une action que vous faites ici et maintenant, une action microscopique, va pour avoir comme effet de changer l'état de microprocesseurs qui parfois sont à l'autre bout de la planète et induire des mouvements d'électrons dans des ordinateurs qui sont délocalisés sur la planète. Donc là encore, vous avez fait un effet de rétroaction d'un niveau de description supérieur sur un niveau microscopique. Et puis, on en a beaucoup parlé, le réchauffement global, c'est un petit peu aussi un tel phénomène de rétroaction, le fait que l'activité humaine modifie la dynamique du climat, et ceci ne pouvant pas être expliqué sans l'activité humaine.
Alors j'ai essayé de voir un petit peu quels pouvaient être les différents types d'actions d'un niveau supérieur sur un niveau inférieur. Et on peut les classer en 5 types d'actions. Alors la première, je l'ai appelée l'action algorithmique. C'est finalement le fait que le résultat dépend uniquement de la structure et des conditions initiales dans le niveau supérieur. Alors un exemple, c'est un ordinateur. Vous faites un programme, eh bien l'état des portes et des transistors dans votre ordinateur sont déterminés par le programme qu'il veut exécuter. C'est simplement vous donner des ordres d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Alors vous avez une action par contrôle d'informations non adaptatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat est fixé par une contrainte qui va être indépendante des conditions initiales. Alors ça, vous le connaissez presque tous, c'est le thermostat. Dans votre maison, si vous voulez que la température soit 19 degrés, vous avez un appareil qui fait que le système va s'adapter pour satisfaire cette contrainte indépendamment des conditions initiales. Donc là, vous voyez, dans ce cas, l'évolution du système va évoluer vers cet attracteur-là en oubliant ses conditions initiales. Alors il y a l'action par sélection adaptative. Dans ce cas-là, on a des variations dans les niveaux inférieurs qui vont être sélectionnées par l'environnement qui est fixé par le niveau supérieur. Et là, l'exemple typique, c'est celui de l'évolution darwinienne. Un autre exemple, c'est celui du neutron, parce que les propriétés physiques du neutron vont être modifiées par son environnement. Si vous prenez un neutron libre, eh bien, il va être instable, il va se désintégrer en proton en 980 secondes, en fait 981 secondes. Si ce neutron est dans un noyau, eh bien, il va rester stable. Donc vous voyez, en changeant le contexte, le neutron est libre ou le neutron est lié dans un noyau, vous changez ses propriétés physiques. Ensuite, il y a les actions par sélection d'informations adaptatives. Et ça, l'idée, c'est que vous allez sélectionner des buts dans un système de contrôle. Alors l'exemple le plus connu, c'est le conditionnement pavlovien. Donc vous avez un système qui va agir et finalement, vous allez lui envoyer un signal et il va apprendre, dû à cette rétroaction, à avoir un comportement qui lui aussi va être indépendant des conditions initiales. Et puis le dernier, c'est l'action intelligente, le fait que la sélection des buts implique l'utilisation de représentations symboliques qui permet d'étudier le résultat et le choix des buts. Alors par exemple, si je veux designer un outil ou une expérience, eh bien ça met en place un processus de réflexion et de modélisation de ce système. Alors ça va nous amener à réfléchir un peu sur la nature de la causalité, parce qu'en fait, on voit qu'il y a différentes façons de concevoir la causalité. Dans la vision qui est strictement réductionniste, on part de conditions initiales, de lois dans ce niveau, et on veut en déduire un état final. Dès qu'on a des effets top-down, donc des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs, eh bien le résultat peut dépendre des conditions initiales dans le niveau considéré. C'est le cas, par exemple, dans la causalité algorithmique. Il peut dépendre des conditions initiales et du contexte, ou alors il peut être complètement indépendant des conditions initiales. Donc vous voyez, le fait qu'un système évolue d'une certaine façon peut être modifié énormément par le fait qu'il existe différents niveaux de description physique. Alors, historiquement, la notion de causalité avait été énormément discutée par Aristote dans la métaphysique, où il distinguait la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Et on voit avec ces descriptions qu'on peut proposer une autre classification des causes. Alors j'appelle ça la cause physique, ça veut dire en termes de niveaux inférieurs. Donc vous allez chercher une explication microscopique à votre phénomène, c'est ce que vous avez, en termes standards, on appelle ça expliquer. La cause immédiate, en termes du même niveau de description. La cause contextuelle en termes de niveau supérieur, la cause téléologique qui serait en termes du plus haut niveau de complexité, et puis la cause fondamentale en termes du niveau le plus fondamental possible, mais en fait elle n'est jamais accessible car on ne peut pas prouver qu'une théorie est une théorie fondamentale. On ne sait jamais en fait si cette théorie repose sur une autre théorie. Comme vous le savez, pendant longtemps on a pensé que la physique nucléaire était la théorie fondamentale, ensuite c'était la chromodynamique quantique, maintenant on se pose la question de savoir si c'est la théorie des cordes qui est une théorie fondamentale, et nos progrès expérimentaux et théoriques nous font découvrir que finalement peut-être que c'est un puits sans fond cette histoire, on ne sait pas. Alors je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer que quelle que soit l'expérience de physique ou même l'expérience de la vie courante que l'on fait, on est obligé de prendre toutes ces causes en même temps. On ne peut pas réduire l'explication à un seul type de cause. Il ne peut pas y avoir une seule explication. Alors, une explication qui vient finalement d'une actualité de l'année dernière, qui est la découverte du boson de Higgs, l'expérience du LHC, le Large Hadron Collider à Genève, et vous posez la question de savoir finalement comment est-ce que j'explique les phénomènes que j'observe. Voilà ce que j'observe, des gerbes de particules dans mon accélérateur. Alors, quelles sont les différentes causes à l'œuvre pour faire cette observation? Alors d'une part, j'ai la cause physique, et la cause physique, c'est, en termes de niveau inférieur, l'interaction entre des particules qui rentrent en collision.
Bon, ça c'est bien compris. La cause immédiate, eh bien, c'est le fait qu'il y a des expérimentateurs qui manipulent les instruments de mesure, des potentiomètres, des interrupteurs, au bon moment, parce que s'ils ne le font pas, ces particules ne rentrent pas en collision. Il y a une cause contextuelle, c'est le fait que l'accélérateur a été pensé pour que des collisions puissent avoir lieu et être observées, et ça c'est 20 ans de développement de technologie et de science, parce que accélérer des particules à cette énergie, être capable que des faisceaux très très fins rentrent exactement en collision, demande des calculs très précis. Si vous n'êtes pas capable de développer cette connaissance-là, eh bien votre accélérateur ne fonctionne pas. Et puis il y a une cause téléologique, c'est qu'il y a des physiciens qui veulent comprendre la matière. S'il y avait personne qui voulait comprendre la matière, on n'aurait jamais vu ce genre de germe de particules dans notre univers. Surtout qu'il n'y a pas de phénomène connu aujourd'hui qui nous donne ce type de collision dans des phénomènes naturels. Ou alors simplement parce que ces mêmes physiciens veulent recevoir le prix Nobel. C'est aussi une cause téléologique qui fait qu'on va avoir ce type d'expériences qui vont se produire. Ce qui est important, c'est que si une de ces causes n'est pas à l'œuvre, alors vous n'avez pas cette image-là, vous n'avez pas votre accélérateur qui fonctionne tel qu'il fonctionne au CERN aujourd'hui. Alors un autre exemple en période de vacances, c'est pourquoi est-ce qu'un avion vole ? Question qu'on connaît bien, et je suis sûr si je vous pose la question, tout le monde va m'expliquer pourquoi un avion vole. On a tous des explications. Alors l'explication bottom-up ou réductionniste, c'est le fait qu'on vous explique souvent à l'école que l'avion vole dans l'air qui est composé de molécules, que ces molécules elles tapent sur l'aile, ça fait de la pression, il y a différents fluides. Avec la forme de l'aile, ça va un peu plus vite en haut qu'en bas. Il y a une fameuse équation qui s'appelle Bernoulli, blablabla. Et donc il y a une force qui va du bas vers le haut, qui s'oppose à la gravitation et qui fait que votre avion ne tombe pas. Vous avez réduit ça finalement à l'action de molécules sur une aile d'avion. Et c'est très bien, c'est une des explications. Mais ce n'est pas une explication suffisante parce que si vous prenez une aile comme ça, ça ne vous fait pas un avion qui vole. Pour qu'un avion vole, il faut aussi qu'il y ait un pilote. Et ça veut dire quelqu'un qui s'est entraîné. Il y a une certaine connaissance de la façon dont cet objet fonctionne. Et puis un avion vole aussi parce que les compagnies ont des plans, des horaires, des lignes, et ainsi de suite. Un réseau d'aviation qui est organisé. Si ce n'était pas le cas, les avions ne voleraient pas. Et maintenant, il y a un certain nombre d'explications venant des niveaux supérieurs. Premièrement, l'avion a été conçu pour voler. Alors, ce n'est pas une tautologie, ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé dans un certain contexte historique pendant des années pour arriver à faire des avions qui volent. Tout à l'heure, Jean-Marc Lévy-Leblond vous a dit, mais finalement, avec les systèmes complexes, ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne. Eh bien, en fait, mon interprétation là-dedans, c'est qu'il y a de la sélection naturelle, de la sélection darwinienne. Si vous comparez historiquement la grande compétition pour les transports aériens entre les dirigeables et l'aviation, eh bien, il y a eu, comme dirait Friedman Dyson, une compétition entre une science napoléonienne et une science tolstoïenne. Une science napoléonienne, c'est-à-dire bien organisée avec un but, faire voler quelque chose de très complexe. Et c'est ce que l'Empire britannique avait développé avec les dirigeables, essayer de faire finalement ce qu'on faisait sur mer, des navires qui voleraient. Elle a mis des centaines d'ingénieurs sur des projets avec des centaines de millions de livres sterling pour arriver à un résultat que vous savez, c'est qu'il y a eu des accidents qui ont été catastrophiques et donc on a abandonné cette solution. Mais c'était une recherche qui était technologique, qui était étatisée avec un but, on veut voler selon cette technologie. Il n'y a pas eu de sélection naturelle parce que finalement on a fait un design que de 3 ou 4 types de dirigeables. En ce qui concerne l'aviation, si vous remontez il y a un siècle de cela, on comptait environ 100 000 types de prototypes d'avions. Les avions étaient fabriqués par des gens qui s'amusaient dans leur garage, qui bricolaient leur avion, ils essayaient de le faire voler, ça marchait pas. Quand ça marchait pas, au mieux il y avait une personne ou deux qui mouraient, on n'en entendait pas parler dans les journaux, donc finalement ça n'effrayait personne, et ça continuait jusqu'à ce qu'il y ait des prototypes qui volent, et que ces prototypes qui volent puissent continuer. Donc c'est la sélection naturelle au niveau du processus de développement de la technologie qui fait qu'on arrive à avoir des avions qui volent. Il y a un contexte économique, parce qu'on veut des avions qui volent. L'Empire britannique voulait des avions qui volent parce qu'il avait un grand empire. On veut pouvoir partir en vacances à l'autre bout du monde. Et surtout, les avions volent parce que ça ramène de l'argent. Si ça ne rapportait pas d'argent, les avions ne voleraient pas, et ça vous le savez, il y a des compagnies qui font faillite. Et ce qui est important là, c'est qu'on a un certain nombre de causes qui impliquent des niveaux d'explication différents dans cette hiérarchie des théories scientifiques, de l'explication du monde. Et si une de ces explications n'était pas vraie, alors les avions ne voleraient pas. Et donc quand vous voulez expliquer quelque chose, quand vous voulez dire voilà pourquoi un avion vole, il faut préciser ce que vous voulez expliquer. Et ça, c'est très important. Et c'est lié à cette histoire de domaine de validité dont j'ai parlé au début de mon exposé. Donc la description de la réalité nécessite une hiérarchie de niveaux de description. Ces niveaux sont autonomes, modulaires, et ils interagissent entre eux de façon variée.
Et ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est la physique qui sous-tend tout, et donc elle ne détermine pas exactement quelles vont être les théories des niveaux supérieurs, mais elle détermine l'espace des possibilités dans lesquelles ces niveaux peuvent se développer. Par exemple, toutes les constructions doivent satisfaire au second principe de la thermodynamique, aux équations de Maxwell, et ainsi de suite pour l'électromagnétisme. Et comme toujours, quand on a une théorie physique, je le répète une nouvelle fois, il y a ce domaine de validité, et ça veut dire qu'il y a une limite de ce que l'on peut expliquer avec cette théorie physique, parce que cela peut dépendre du contexte, et surtout parce que quand on teste nos théories physiques, on a toujours ce système isolé qui est à la base, qui est une abstraction et qui n'existe pas dans la nature. Donc les niveaux supérieurs, en fixant le contexte, peuvent permettre de changer le niveau, le comportement de ce système. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut penser les différentes descriptions de l'univers, les différentes théories physiques, mais pas simplement physiques, les différentes théories des phénomènes de la nature et leurs interactions les unes avec les autres. Physicien théoricien à celle de cosmologiste, c'est de voir comment cette complexité s'est développée dans notre cosmos à nous. Alors pour cela, il faut que je vous dise quelques mots sur notre univers, sur notre fameux modèle du Big Bang. Et ce modèle repose, donc c'est une construction théorique qui repose sur un certain nombre d'hypothèses sur la validité des lois de la nature. En particulier, on suppose que la relativité générale est une bonne description de la gravitation aux grandes échelles, ce qui veut dire que l'espace-temps est muni d'une géométrie. Cette géométrie peut être déterminée par les équations de la relativité générale, et c'est pour cela que, donc on va à partir de ça essayer en résolvant ces équations, de savoir quelle est la géométrie de notre univers. En fait, on ne peut pas le faire dans sa pleine généralité parce que c'est un problème qui est trop compliqué, pas complexe, hein, trop compliqué. Il y a trop d'équations, et voilà, il y a trop d'équations. Donc pour ça, on va faire des hypothèses simplificatrices, et en particulier une d'entre elles qui s'appelle le principe copernicien, qui va supposer que la matière aux très très grandes échelles est distribuée de façon homogène et isotrope. Donc c'est une très très grande simplification de ce que l'on voit, puisque l'on voit des galaxies qui se mettent en amas de galaxies, en filaments, des grands vides. Mais cette hypothèse de symétrie est justifiée a posteriori par l'observation de notre univers, par le fait que le modèle que l'on va construire sous ces hypothèses est en accord avec toutes les observations. Et de cela, on en déduit que notre univers est en expansion. S'il est en expansion, eh bien, dans le passé, la matière était plus condensée, donc l'univers était dense, il était beaucoup plus chaud, et surtout il était en équilibre thermodynamique. Alors le fait qu'il soit en équilibre thermodynamique, ce n'est pas quelque chose de facile à contrôler, et la preuve vient de l'observation du fond diffus cosmologique. Vous avez tous vu les observations du satellite Planck il y a quelques mois. Eh bien, on voit que la radiation, le rayonnement de ce fond diffus cosmologique est un corps noir presque parfait. Si c'est un corps noir, alors l'état initial doit être à l'équilibre thermodynamique, et on peut quantifier finalement les écarts possibles par rapport à cet équilibre thermodynamique. Ce qu'il faut se retenir, sans rentrer dans les détails, c'est qu'aujourd'hui, les observations du cosmos que nous avons permettent de contrôler ce modèle entre 0,1 seconde après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 13,7 milliards d'années après le Big Bang. Et surtout, la physique qui est impliquée dans cette échelle de temps, donc 0,1 seconde après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ce sont des énergies de l'ordre du méga-électronvolt. Et ça, c'est de la physique qui est extrêmement bien contrôlée. Je vous ai montré des images du LHC. Le LHC monte à du téra-électronvolt, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus haut que ça en énergie. Donc là, l'énergie que nous utilisons pour expliquer le cosmos, c'est finalement de l'énergie très très bien contrôlée. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le modèle cosmologique est robuste vis-à-vis des inconnus de la physique fondamentale. On voit de nouveau ce principe de découplage dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que sinon, s'il fallait que je connaisse la physique la plus fondamentale pour construire une image de l'univers, je ne pourrais rien dire sur notre univers. Et à une certaine température, donc la température de l'univers va diminuer au cours de son expansion, et à une température donnée, il y a des structures qui ne peuvent pas exister car elles sont trop fragiles. Et donc ces structures vont apparaître au fur et à mesure de l'histoire de l'univers quand celui-ci va se refroidir. Alors par exemple, l'exemple historiquement le plus célèbre, c'est celui de la nucléosynthèse. Dans les premières microsecondes de l'univers est trop chaud, on ne peut pas avoir des noyaux stars parce qu'ils sont photodissociés. Dès que la température baisse, eh bien, les protons et les neutrons peuvent se combiner pour former du deutérium, puis ensuite de l'hélium, et donc on va pouvoir synthétiser des noyaux. Ces noyaux ne pouvaient pas exister 0,1 seconde après le Big Bang, il faut attendre environ 1 à 3 minutes après le Big Bang pour qu'ils puissent exister.
Donc vous voyez que 0,1 seconde après le Big Bang, vous ne pouvez pas faire de physique atomique et vous ne pouvez pas faire de chimie. Il va falloir attendre un certain temps. Donc la question, c'est finalement comment est-ce que toutes ces structures, les noyaux, les atomes, les molécules vont apparaître dans notre univers. Alors je reprends la classification des théories que j'avais utilisées au début de mon exposé. J'ai la physique fondamentale, donc j'évolue jusque vers la chimie. Et là, j'ai une bifurcation entre le monde inerte et le monde organique. Et ce qui est intéressant dans cette bifurcation, c'est qu'à partir d'un certain niveau, il y a l'apparition de ce qu'on appelle l'information. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les théories fondamentales. Dans la théorie physique fondamentale, vous avez des particules, vous avez des interactions, mais vous n'avez pas de notion d'information. Et le fait que cette information va apparaître, c'est une notion importante, puisque les systèmes biologiques qui vont se reproduire utilisent de l'information. Eh bien, le fait que cette complexité, qu'on puisse continuer à se développer le long de cette branche, nécessite que l'univers atteigne des températures suffisamment basses et des densités suffisamment basses. Parce que simplement, si je pense vouloir coder un message avec des 0 et des 1, il faut que je sois capable, par exemple, de faire une chaîne organique avec 2 types d'atomes, par exemple, qui va être suffisamment stable. Et ça demande finalement que l'univers soit suffisamment froid pour qu'une telle structure soit stable. Alors pour tout résumer, voici alors un schéma qui représente la température de l'univers en fonction du temps. Et donc la température décroît avec le temps. Dans les premières phases, où j'ai marqué 1 ici, c'est une phase primordiale de l'univers qui est très très mal décrite. On sait qu'elle doit être là, on est capable de la caractériser, mais on n'en connaît pas le détail. C'est ce qu'on appelle la phase d'inflation. Et à ce moment-là, finalement, il n'y a que la physique fondamentale qui est à l'œuvre. La mécanique quantique, peut-être la théorie des cordes, des champs scalaires, des choses qui finalement sont très difficilement accessibles aujourd'hui ici en laboratoire, parce qu'on a des énergies qui sont bien au-delà de celles que l'on peut tester aujourd'hui en accélérateur. La température baisse, et on va pouvoir commencer à faire de la physique des particules, parce qu'après la nucléosynthèse, eh bien, il commence à exister. Avant la nucléosynthèse, il existe déjà des neutrons et des protons. Et ces neutrons et ces protons, dans la physique, la nucléosynthèse primordiale, vont nous permettre de faire de la physique nucléaire. Donc la réaction entre différents noyaux, j'ai représenté en haut, là-haut, ce qui se passe pendant la nucléosynthèse primordiale. Un proton et un neutron vous donnent un noyau de deutérium, et puis vous allez avoir du tritium, et ensuite en agrégeant un nouveau proton, vous allez avoir du lithium. De l'hélium, pardon, excusez-moi, c'est un peu là. Donc ça, c'est ce qui se passe environ 1 à 3 minutes après le Big Bang, et il est inutile à cette époque-là d'utiliser de la physique atomique, de la chimie, de la biochimie. Ce genre de description n'est pas à l'œuvre parce que vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de développer ces structures-là. Vous attendez environ 370 000 ans, et là l'univers commence à être suffisamment froid pour avoir des atomes, c'est-à-dire que vos noyaux atomiques vont pouvoir s'apparier d'électrons. Avant, l'univers était trop chaud, si les électrons commençaient à être appariés avec un noyau, la radiation les détachait, les arrachait tout de suite. Et le moment où finalement cela arrive, c'est ce fameux fond diffus cosmologique, vous avez l'image de Planck ici, et c'est 380 000 ans après le Big Bang. Après ce moment-là, vous pouvez faire de la physique atomique, faire des spectres atomiques, c'est comme ça que vous arrivez à mesurer les décalages spectraux et ainsi de suite. Donc la physique atomique est à l'œuvre. Mais l'univers est encore trop pauvre pour pouvoir faire de la chimie. Vous avez 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et puis quelques traces de lithium, de beryllium, et puis peut-être 10 puissance moins 12 de carbone. Donc vous ne pouvez pas commencer à faire de la chimie, et particulièrement la chimie organique. Pour cela, vous allez devoir attendre que les noyaux plus lourds soient synthétisés. Et ils sont synthétisés dans les étoiles de première génération, les populations 3. Et à partir de ce moment-là, quand ces étoiles vont exploser en supernova et rejeter les noyaux qui vont être synthétisés pendant leur vie, vous commencez à avoir un matériel qui est suffisamment riche pour commencer à faire de la chimie. Et une partie de la chimie se fait d'ailleurs dans l'espace interstellaire. Et ensuite, vous allez, à partir de là, l'univers, pendant ce temps qui était très homogène, va commencer à se structurer avec l'apparition des premières galaxies, des premiers amas et des premières étoiles. Et vous voyez que finalement, les niveaux de complexité supérieure n'apparaissent que très très tard dans l'histoire de l'univers et dans des points qui sont très très localisés, donc des points où j'ai réussi finalement à produire ces noyaux atomiques. Si vous allez dans des grands vides, eh bien, vous ne pouvez pas faire de la chimie dans des grands vides parce que finalement, vous allez retrouver du gaz qui est quasiment primordial, donc avec beaucoup d'hydrogène, beaucoup d'hélium et puis très peu de carbone, d'oxygène. Donc, ce n'est pas un endroit où vous allez pouvoir développer de la chimie. Donc, vous voyez, les endroits où certains types de descriptions de la nature vont être à l'œuvre sont très, très localisés dans l'espace et dans le temps. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, la physique sous-tend tout parce que
c'est le modèle cosmologique et puis la possibilité de ce scénario, de cette structuration de l'univers au cours du temps dépend de la nature. Et c'est là où ça nous ouvre un nouveau débat en physique théorique, c'est qu'on peut se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe si je change un petit peu les lois de la nature ? On peut jouer ce jeu par exemple en changeant la valeur des constantes et on se rend compte que l'univers, les lois de la nature semblent finement ajustées pour qu'une telle forme de complexité dans les structures soit capable d'apparaître. Si je change par exemple un petit peu la masse des quarks ou la constante de structure fine, eh bien les noyaux ne sont plus stables ou alors j'ai un univers qui n'est fait que de neutrons. Avec des neutrons, je ne peux pas faire de chimie parce qu'il n'y a pas de charge électrique, ça va vraiment réduire l'espace des possibilités. Et ça, c'est une question qui actuellement n'a pas de réponse. Alors on peut avoir différents types d'approches. Est-ce que c'est un dessein? Donc ça serait un argument téléologique comme je l'ai annoncé tout à l'heure, parce que finalement l'univers a été créé pour que cela soit possible. Est-ce que c'est une nécessité mathématique? Les valeurs de ces nombres et la forme des lois physiques doit être telle qu'elle est pour que... simplement par une cohérence mathématique, c'est ce que des gens comme Eddington pensaient. Il voulait montrer, et même Paul Dirac en fait, il pensait que c'était cette nécessité mathématique qui donnait leur loi à la physique, leur forme mathématique aux lois de la physique. Et dans ce cas-là, on est dans une vision très platonicienne de notre réalité. Ou alors, on a cette nouvelle vision qui commence à prendre de l'ampleur depuis 15-20 ans maintenant, qui est cette notion de multivers, dans lequel toutes les réalités possibles existent. Et il y a une multitude, une infinité d'univers, et le fait que nous observons un univers avec la richesse qu'il a aujourd'hui est dû à un effet de sélection observationnelle, parce que les zones de l'univers où la physique ne permet pas l'émergence de la physique atomique, de la chimie et de la biologie, eh bien ces domaines-là, ces zones de l'univers-là, n'ont pas d'observateurs pour être observés. Et donc seules les zones qui ont cette potentielle richesse possèdent des observateurs. Donc c'est une sorte d'effet de sélection observationnelle. Alors pour conclure, il est important de se rappeler que la description de la réalité demande d'utiliser une hiérarchie de théories effectives. Et ça, je pense que c'est un message très très important. Il n'y a pas une théorie qui explique tout. Il faut ces différents niveaux. Ces théories se parlent les unes avec les autres. Il y a des relations ascendantes et descendantes. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette hiérarchie est modulaire, c'est-à-dire qu'une partie de la sophistication du niveau microscopique est cachée, et parfois cachée, parfois pas cachée. Donc c'est finalement tout l'art du physicien, c'est de savoir à quel moment un système va se découpler de sa structure microscopique ou non, et quel est le bon domaine de validité de ma théorie effective. Et cette séparation d'échelle est très importante parce que c'est elle qui nous donne la robustesse de nos prédictions et l'indépendance par rapport aux autres niveaux. Et ça nous a permis de voir qu'une approche strictement réductionniste était un petit peu limitée parce qu'on avait des effets des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs, on avait des phénomènes émergents et surtout que si je voulais expliquer un phénomène, je ne peux pas me restreindre à une explication causale, je dois prendre une hiérarchie d'explications causales en compte. Et d'un point de vue cosmologique, j'ai essayé de vous faire passer le message que l'univers étant initialement chaud et froid, il faut comprendre comment il s'est structuré. L'univers est passé de quelque chose qui était dense, chaud, homogène, à quelque chose qui était inhomogène, hétérogène, structuré, complexe. Et c'est ça finalement l'objet de la cosmologie aujourd'hui, c'est de comprendre toute cette histoire. On a beaucoup d'observations comme les résultats du satellite Planck, mais pour certains phénomènes, on est obligé de reposer sur des simulations numériques par exemple, parce qu'on ne peut pas comprendre analytiquement ou simplement avec les mathématiques les détails de cette évolution. Ce qui est important, c'est que les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui offrent cette potentialité. Pourquoi? Je ne sais pas, ça renvoie à la vieille question de savoir pourquoi le monde lui-même est compréhensible, pourquoi est-ce qu'il existe ces lois de la nature, pourquoi est-ce que cette complexité et cette richesse existent. Et aujourd'hui, la physique ne se pose pas la question de donner une réponse à cette question, c'est plus une question de métaphysique, bien que l'approche en termes de multivers essaye d'apporter une réponse, et elle est justifiée par certains développements alors qui sont très spéculatifs en physique des très très hautes énergies, la théorie des cordes, l'inflation, mais tout ça reste très spéculatif et très controversé. Mais on voit que finalement, il faut avoir, si on veut avoir une bonne description de notre univers aujourd'hui, avoir toutes ces échelles, toutes ces différentes échelles et voir leur superposition et leurs interactions. Vous ne pouvez pas faire que de la physique nucléaire, vous ne pouvez pas faire que de la chimie ou que de la biochimie. Il faut regarder les niveaux du dessus et les niveaux du dessous. Et il n'y en a pas. Alors dessus et dessous, c'est un petit peu, comme je l'ai dit au début de mon exposé, empreint d'histoire et du fait qu'on avait cette idée de réductionniste. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de plus fondamental que l'autre, donc de plus important, mais plus fondamental finalement en termes d'échelle d'énergie. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie. À bientôt.
society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human